Ghana a-t-il franchi un pas décisif vers l'intégration panafricaine en annonçant la suppression des visas pour tous les détenteurs de passeports africains, ce à partir de janvier 2024? Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a approuvé le 25 décembre dernier l'entrée sans visa au Ghana pour tous les Africains. Cette initiative marque-t-elle une étape importante dans la réalisation des idéaux d'unité africaine? Voilà la principale interrogation à laquelle nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse dans un instant. Et puis en deuxième partie, nous reviendrons sur cette actualité qui domine entre autres l'Alliance des États du Sahel après la CEDEAO. Après le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Bénin de rejeter les accusations du général de brigade Abdourahmane Tiani. Ce 30 décembre 2024, le chargé d'affaires du Niger au Bénin, Madame Salamatou Bouhari Mahamadou, a été convoqué par le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Adadi Bakari. Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie béninoise a exprimé la vive protestation de son pays contre les accusations émises par les autorités nigériennes. Ces allégations qualifiées de fausses et dénuées de tout fondement objectif, suggérant, on le rappelle une fois de plus, une implication du Bénin dans une éventuelle tentative de déstabilisation de Niamey. Alors, à quoi doit-on assimiler l'approche du Bénin qui s'inscrit en droite ligne du démenti apporté par la CEDEAO, le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire? Voilà, mesdames, messieurs, l'autre interrogation d'ailleurs inscrite à l'autre du jour dans cette émission de Point sur l'actualité. Vous faites bien d'être des nôtres. C'est une émission pas comme les autres, car c'est la dernière édition de cette année 2024. Bonsoir à vous et bienvenue. S'agit-il d'une étape décisive vers l'intégration panafricaine? L'annonce de la suppression de visas pour tous les détenteurs de passeports africains et ce à partir de janvier 2025, soit dans quelques heures seulement. L'annonce a été faite par le président sortant du Ghana, Nana Akufo-Addo. S'agit-il également d'une étape importantissime vers l'implémentation de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine? Voilà, mesdames, messieurs, la principale, du moins les principales interrogations au cœur de cette émission du Point sur l'actualité. Et pour en parler, deux des trois invités de cette émission du Point sur l'actualité. Tout d'abord, en présentiel avec moi, le consultant permanent du Point sur l'actualité, André Kistel Fanga, est avec nous. Merci DP, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir M. Nguéné, c'est un plaisir de me retrouver encore sur ce plateau et surtout à une émission comme celle-ci qui parle des questions extrêmement importantes pour l'Afrique. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui sont connectés déjà sur toutes les plateformes de For You, n'est-ce pas, qui suivent cette émission. C'est un plaisir également d'être sur le plateau avec ceux dont vous allez présenter tout à l'heure pour discuter des questions extrêmement importantes. J'ai fait l'axe lourd Douala-Yaoundé en passant, en bifurquant par l'autoroute, mais comme c'était de nuit, il fait très noir sur l'autoroute. Donc, si cette autoroute peut être éclairée, n'est-ce pas, la moitié qui a déjà été construite entre Douala et Yaoundé peut être éclairée, monsieur le ministre des Travaux publics et tout le reste, ceux qui, des départements ministériels qui ça concerne, vraiment, ça sera une très bonne chose. Et justement, le Premier ministre, chef du gouvernement, a subi, n'est-ce pas, les méfaits de la route au niveau de aider à Kribi, parce que vraiment la route était vraiment désastreuse. Et je pense qu'aujourd'hui, quand nous donnons les coups de gueule ici, il faut qu'ils vivent aussi les réalités de ces routes-là et peut-être de l'éclairage. Bon, on ne peut pas compter les problèmes d'éclairage que nous avons et d'eau et tout le reste là-dedans. Véritablement que quelque chose peut être fait. Et donc, merci pour l'invitation, M. Nguéné. C'est donc que vous en remercie. L'autoroute Douala-Yaoundé rendue à la deuxième phase? Non, première phase bon, on ne sait pas si c'est déjà livré, mais nous voyons déjà que les travaux sont presque à la fin, mais il y a un problème d'éclairage, parce qu'en réalité, tout est noir sur cette autoroute-là. Donc,
Je pense qu'il faut l'éclairer, n'est-ce pas, la première phase en attendant. Bon, on a annoncé le début de la deuxième phase. Oui. Attendons que ça se concrétise parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu, n'est-ce pas, le déploiement sur le terrain. Oui. Il y a eu des réunions au ministère des Travaux publics, il y a eu les réunions à la primature, il y a eu des réunions, n'est-ce pas, de lancement de cette deuxième phase-là. Jusqu'à présent, nous attendons. Mais grosso modo, oui, au Cameroun, nous n'avons plus de route, il faut le dire clairement. C'est que nous voyageons dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pour ça que les garagistes sont les hommes les plus heureux. Et peut-être même les morgues, parce que le nombre de cadavres que nous ramassons sur les routes, n'est-ce pas, à cause des accidents, de la mauvaise route, n'est-ce pas, c'est quand même déplorable. Donc, véritablement, que quelque chose puisse être fait de ce côté-là. Nous avons bon espoir que Serge Matomba, en entrant en 2025, n'est-ce pas, à cette élection présidentielle, peut-être pour être le prochain président, et il s'occupera de ça. Merci à vous, André Christelle Fanga. Et puis, les allégations du général de brigade Abdourahmane Tiani qui ne sont pas passées inaperçues. Après le communiqué de la commission de la CEDEAO, après le démenti apporté par la partie nigériane et le démenti apporté par les forces armées ivoiriennes, c'est au tour du Bénin de s'inscrire en faux, estimant que ces allégations du général de brigade Abdourahmane Tiani ne reposent sur aucune preuve concrète. Entre autres, selon le chef de la diplomatie béninoise, nous tenterons également de questionner dans cette émission la pertinence de la démarche béninoise. Et ceci à vos côtés, Habib Boubacar Touré. Je rappelle que vous êtes à Niamey, vous êtes analyste politique, vous êtes également un habitué de ces émissions de Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, Habib. Bonsoir, DP André Christelle Fanga sur le plateau. Je salue les millions de téléspectateurs, de téléauditeurs et d'internautes qui nous suivent sur la chaîne panafricaine, et mes salutations également à nos techniciens grâce auxquels cette magie arrive à s'opérer. Merci pour l'invitation de cette dernière de l'année. Je profite pour saluer nos téléspectateurs à Gaïa, sur la frontière Niger-Bénin, qui nous suivent religieusement et qui nous font tout le temps de très bons retours par rapport aux émissions de Forum Média. Qu'il retrouve ici toute notre reconnaissance et merci encore une fois pour l'invitation de ce soir. Nous sommes le mardi 31 décembre 2024. Vous le savez, c'est la dernière édition du Point sur l'actualité de cette année 2024. Pour ne pas dire que ça sera le mardi tout est permis, vous aurez l'occasion, durant votre intervention, de pouvoir souhaiter justement une bonne et heureuse année à une personne, voire à deux personnes, ou pourquoi pas trois de votre choix, en commentant ceci à nos côtés, l'actualité, ou du moins les deux principales thématiques qui sont mises à votre disposition. Mais tout d'abord, Habib, on questionne la démarche, ou du moins la pertinence de la démarche du président sortant du côté du Ghana, Nana Akufo-Addo, et qui instaure un principe de libre circulation pour tous les Africains détenteurs de passeports africains. La mesure devrait entrer, ou du moins devrait être implémentée, sera implémentée dans quelques heures seulement, à partir de ce 1er janvier 2025. Du coup, tous les Africains qui seront détenteurs de passeports pourront arriver du côté du Ghana sans visa. Alors, doit-on parler d'un pas décisif vers l'intégration panafricaine, ou du moins vers l'implémentation de ce qui est vendu depuis plusieurs années par l'Union africaine comme étant la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale? Alors, est-ce qu'il nous reçoit? Habib, est-ce que vous nous recevez? J'ai l'impression que non. Je pense que nous aurons l'occasion de retrouver Habib Boubacar Touré dans quelques instants seulement. Mais la question, je vous la renvoie à André Christelle Fanga. C'est vrai que la mesure intervient à un moment bien précis, au moment où il est en fin de mandat, pratiquement un nouveau président est arrivé, élu par les Ghanéens. Mais faut-il déjà saluer cette mesure qui fait partie des promesses faites par le président Nana Akufo-Addo en janvier 2024? C'est une promesse qui avait été faite. Elle est implémentée en fin d'année, ou du moins elle prendra effectivement corps et forme à partir de janvier 2025, un pas de plus vers l'intégration panafricaine.
vers l'implémentation de la zone de libre-échange continentale, André Christelle Fanga? Merci, M. Nguéné. Je pense que c'est comme s'il y a un virus qui a justement piqué M. Nana Akufo-Addo de redevenir subitement panafricain ou bien africain. Parce qu'au vu de son comportement de ces dernières années, on se posait la question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et qu'à la fin de son mandat, il vient de prendre une décision aussi importante. Nous la saluons, cette décision, parce qu'elle est très importante pour les Africains et parce que nous sommes dans une logique, n'est-ce pas, de construction, n'est-ce pas, de cette nouvelle Afrique qui doit s'implémenter et qui doit être véritablement l'Afrique de demain, c'est-à-dire cette unité africaine. Et donc, la libre circulation des personnes est d'une importance capitale. Oui. Il faut le dire clairement. Les Africains ont été divisés. Nous sommes presque les mêmes peuples, pour ne pas dire un même peuple. Oui. Nous avons les mêmes cultures. Nous avons presque tout de commun. Et on ne comprend pas comment on s'est retrouvé en train de s'appeler Ghanéens, Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, Sénégalais et j'en passe. Alors qu'à l'origine, nous étions un même peuple, nous fréquentions, nous marchions ensemble, nous partageons nos richesses ensemble, mais quand le colon est arrivé, il nous a mis dans une posture où il faut faire la guerre à l'autre absolument pour vivre. Et donc, la décision du président Nana Akufo-Addo aujourd'hui est salutaire. Salutaire parce que ça donne une impulsion. Vous avez parlé de la zone de libre-échange continentale, qui est aujourd'hui un élément extrêmement important qui peut permettre à l'Afrique de prendre, n'est-ce pas, un coup important pour son émergence, son développement, son unité, son encadrement, sa défense et tout le reste. Donc, si cette décision ghanéenne peut impacter sur les autres États, alors je pense que Nana Akufo-Addo aurait réussi en une seconde ce qu'il a gâché pendant plusieurs années. Parce que nous avons vu quand même Nana Akufo-Addo être contre les Africains, être contre, n'est-ce pas, le Burkina Faso, c'est-à-dire quand je parle de ça, la dernière information, vous savez qu'il y a des terroristes djihadistes, n'est-ce pas, qui attaquent le Burkina Faso et qui se réfugient au niveau du Ghana. Ils sont encadrés, soignés, n'est-ce pas, au Ghana. Nana Akufo-Addo qui avait également dénoncé la présence d'instructeurs russes du côté du Burkina Faso. Mais, exactement, donc il y a des prises de position comme celle-là, par exemple pour attaquer le Niger. Nana Akufo-Addo était justement parmi ces chefs d'État qui voulaient absolument déloger les militaires du pouvoir pour installer M. Bazoum. Donc vous comprenez que pour nous c'est une nouvelle qui nous réjouit, peut-être un peu de lucidité avant de partir du pouvoir, et ça l'a permis de prendre cette décision. On espère que celui qui arrive au pouvoir aujourd'hui va entériner, n'est-ce pas, cette décision, parce que vous savez que même chose que Joe Biden est en train de faire actuellement aux États-Unis. Il accélère, n'est-ce pas, des choses pour l'Ukraine. Et il veut absolument que des choses se passent, n'est-ce pas, avant qu'il ne quitte le pouvoir définitivement. Et le président Trump aussi, qui annonce déjà qu'il va prendre certaines mesures. Donc, vous voyez que entre la fin du mandat, n'est-ce pas, de Joe Biden et la prise de pouvoir de Donald Trump, beaucoup de choses peuvent se passer entre-temps. Et nous sommes encore, je crois, c'est l'année prochaine, et l'année prochaine. Dans quelques heures, nous serons en 2025. Et il restera peut-être, je crois, 15 jours. Pour 20 jours. 20 jours, voilà. Pour la cérémonie d'investiture pour le 20 janvier. Le 20 janvier, exactement. Donc, vous voyez que pendant ce temps-là, beaucoup de choses peuvent se passer, beaucoup de décisions peuvent se prendre et arriver à, n'est-ce pas, à
ne pas implémenter le décret, ou bien les décrets, ou bien les décisions qui ont été prises par le président sortant. Donc c'est la même chose qui peut arriver, n'est-ce pas, à cette décision de Nana Akufo-Addo, c'est-à-dire avant la prise, n'est-ce pas, de pouvoir du nouveau président. John Mahama, qui a été réélu, ça fait quelques jours, ou du moins un mois à peine. Exactement, donc, et qui va prêter serment, je crois aussi, de ce même mois de janvier, n'est-ce pas? Donc vous voyez que c'est exactement des situations un peu compliqué, mais c'est une bonne décision pour nous et nous pensons et nous exhortons, n'est-ce pas, le chef de l'État qui vient de prendre le pouvoir de justement implémenter, n'est-ce pas, cette décision-là parce qu'elle est salutaire pour tous les Africains et que ça puisse faire, n'est-ce pas, effet, comment on appelle ça? Boule de neige. Boule de neige, exactement. Effet boule de neige sur tous les pays africains pour que nous puissions véritablement, parce que vous savez, l'une des choses qui empêche le développement de l'Afrique, c'est parce qu'on ne se communique pas. On n'échange pas. Si le Ghana aujourd'hui permet que tous les Africains puissent... Vous savez, le Ghana a une industrie cinématographique assez poussée aujourd'hui. Et donc, cette riche expérience, n'est-ce pas, qui caractérise le Ghana aujourd'hui peut être profitable au cinéma africain. Donc, les gens peuvent maintenant voyager pour le Ghana tranquillement, sans tracasserie. Et donc, puiser, par exemple, j'ai pris juste seulement la cinématographie. Donc, puiser cette expérience-là ghanéenne pour justement implémenter, n'est-ce pas, sur tout le territoire africain. Et vous verrez vous-même les résultats sur le cinéma africain aujourd'hui. Dans d'autres choses, il y a des techniques, n'est-ce pas, industrielles qui sont bien implémentées au Ghana. Imaginez-vous, n'est-ce pas, parce que la plupart de nos techniciens, que ce soit naval et tout le reste, là, la plupart vont se former au Ghana. Donc, vous voyez que le Ghana a des expériences ou bien a des formations, n'est-ce pas, qui peuvent permettre à l'Afrique de décoller. Surtout que nous sommes un vaste chantier. L'Afrique est un vaste chantier, n'est-ce pas, qu'il faut véritablement travailler. Il faut une main-d'œuvre. Au lieu qu'on continue à avoir des gens qui vont mourir dans le désert, mourir dans les mers, mourir pour essayer d'aller chercher fortune ailleurs, le Ghana vient d'ouvrir, n'est-ce pas, une brèche extrêmement importante qui peut permettre, n'est-ce pas, l'intégration, ou bien pour que nos fils, nos frères ne puissent plus s'envoler, n'est-ce pas, ou bien chercher fortune ailleurs, de s'installer dans des pays comme cela pour justement trouver de quoi faire et peut-être aller implémenter ça dans leur nation. Merci à vous, André Christelle Fanga. Cette politique s'inscrit dans une dynamique régionale plus large. Le Ghana rejoint ainsi un groupe pionnier de nations africaines ayant déjà adopté des mesures similaires. Le Rwanda précurseur en 2013. Il y a également les Seychelles, la Gambie ou encore le Bénin. Alors, quel est l'impact sous-régional, pour ne pas dire continentale de cette mesure que prend officiellement le président sortant Nana Akufo-Addo, Habib Boubacar Touré? Désormais, tous les Africains détenteurs de passeports africains pourront entrer au Ghana et ce sans visa. Monsieur Nguéné, il faut se féliciter de cette décision qui vient corriger une aberration. Cette nécessité d'avoir un visa pour parcourir les différents États africains. D'autant plus qu'il faut rappeler que dans les années 2000, après l'OUA, on a créé l'Union africaine. Et qui parle d'union, parle de la nécessité de se fréquenter. Et comment se fréquenter si toutes ces barrières de visa existaient. Donc il faut s'en féliciter et ne pas regarder le personnage du président Nana Akufo-Addo qui a pris cette décision, mais la portée que cette décision peut avoir. C'est une décision salutaire qui permet à ce qu'une injustice, j'allais dire même, soit corrigée. Parce que le Ghana, c'est quand même le Ghana de Kwame Nkrumah qui, s'il avait pu finir d'étaler sa vision pour une Afrique unie, je suis convaincu qu'à ce jour, on ne serait plus là en train de parler de telles décisions et de les saluer parce que les visas auraient déjà été supprimés dans tous les États africains. Il faut rappeler aussi de l'échec de ce projet de passeport unique africain porté par l'Union africaine et d'ailleurs qui avait été l'émulation par laquelle le président rwandais qui portait cette vision-là a fini par l'implémenter chez lui en 2014 en décidant de supprimer le visa pour tous les pays africains. Si le Bénin, la Gambie, Seychelles et le Kenya ont
emboîté le pas, ça n'a pas fait grand tollé. C'est parce que aussi ce poids historique de Kwame Nkrumah du Ghana aujourd'hui fait que ça résonne partout, cette décision, qui est en quelque sorte quand même une décision un peu politique de la part de Nana Akufo-Addo, qui, il faut le rappeler, ces 2 mandats ont été un échec. Il n'y avait rien que les Ghanéens ou que les Africains pouvaient retenir du passage de M. Nana Akufo-Addo à la tête du Ghana, si ce n'est cette chute de l'économie ghanéenne à travers une inflation grandissante, si ce n'est sa posture de président ghanéen le plus proche de la France, qui est ce francophile-là, et qui a quasiment ramené le Ghana, qui est un pays anglophone, sur la voie du développement vers cette dépendance vis-à-vis de la France. Il fallait pour lui s'inscrire aussi dans la postérité. Je pense que c'est une décision opportuniste, mais qui arrange et qui est à saluer par les panafricains que nous sommes. Ça lui permet, lui, aujourd'hui, d'avoir au moins, ne serait-ce que cet acte-là, comme étant son héritage. Dans 50 ans encore, quand il faut parler de la suppression des visas, son nom apparaîtra. Et il faut aussi rappeler que, de toutes les façons, il n'avait pas le choix, parce que John Mahama l'a annoncé dans son projet durant la campagne. Et on se rappelle aussi de ce qu'a été le mandat de John Mahama, un mandat qui a permis un raffermissement aussi des liens entre les pays de la sous-région, mais au-delà, même pour favoriser le tourisme au Ghana. Et tous les étrangers qui vivent au Ghana rêvaient de revoir le retour de John Mahama au pouvoir, parce qu'il était ce président qui incarnait aussi cette volonté d'unité africaine. Donc ce n'est pas, comment je vais dire, une piqûre quelconque qu'aurait reçu le président, mais je pense que c'est une décision opportuniste. Et ça me reconforte aussi sur, rappelez-vous, il y a quelques semaines, le débat avait suscité la volonté des États de l'Alliance du Sahel au soir du 14 décembre, qui avait décidé de permettre à ce que tous les pays de la CEDEAO, les ressortissants des pays de la CEDEAO, puissent se déplacer, comme cela est le cas en ce moment, dans l'espace AELS. Beaucoup de nos détracteurs avaient pris cette décision comme étant une faiblesse de l'AES, ou comme étant une décision unilatérale. Je me rappelle même des arguments que les gens ont avancés, de quel droit l'AES, de façon unilatérale, va décider de forcer la main aux États de la CEDEAO. Mais non, ce n'était pas ça. C'est parce que l'Alliance des États du Sahel est une confédération qui met d'abord les intérêts des peuples et la nécessité de permettre à ce que ces échanges-là, qui sont le ciment de la cohésion de notre continent, puissent continuer. Et il faut continuer à prier pour que les autres États emboîtent le pas. Le Ghana vient de le faire. J'aurais dit qu'en 2019, déjà avec la signature de l'accord sur la zone de libre-échange et surtout de la validation des différents instruments par pratiquement 50 États de l'Afrique, j'aurais espéré que dès lors que cette question de visa puisse être traitée et que les Africains puissent, au-delà de toutes les tracasseries que nous avons pour parcourir le monde, au moins nous sentir chez nous dans tous les États africains à travers cette capacité de se déplacer sans cette obligation de chercher le visa. Il y a quelques semaines, j'ai fait un déplacement en Afrique du Sud et je peux vous garantir que c'est extrêmement compliqué pour se déplacer d'un point à un autre sur le continent africain avec cette nécessité de visa. Il faut saluer, il faut prier pour que les autres États africains aussi entendent cette volonté de la jeunesse africaine ou du peuple africain de se fréquenter et de se nourrir les uns des autres pour contribuer au développement tant attendu sur notre continent. Voilà ce que je peux dire comme commentaire sur cette décision du président Nana Akufo-Addo. Alors Abiy, vous parlez d'une décision politique, mais le contexte est-il approprié? Dans votre intervention, vous mettez en relief, ou du moins en lumière, la crise économique qui secoue le Ghana depuis plusieurs années maintenant. Un contexte difficile avec lequel le président Nana Akufo-Addo a dû faire, Habib. On se souvient de sa prise de fonction
à partir de son premier mandat, il disait qu'il allait redresser l'économie ghanéenne, estimant qu'il pouvait le faire avec, du moins sans l'apport des institutions de Bretton Woods, FMI ou encore Banque mondiale, ce qui avait d'ailleurs suscité l'enthousiasme de plus d'un. Mais entre-temps, les réalités l'ont finalement rattrapé. Il a été contraint à faire recours justement à ces institutions de Bretton Woods. Là, il prend une mesure comme celle-là, c'est de la suppression de visa qui représente parfois une véritable entrée d'argent pour certains, ou du moins pour la majorité de pays africains. Alors, est-elle réellement opportune dans un contexte où le Ghana fait face à une crise économique sans précédent? Vous savez, M. Nguéné, tous les économistes vous le diront. Le principal bouffée d'oxygène qu'on peut apporter à une économie, c'est cette flexibilité-là. Et aujourd'hui, avec cette suppression des visas, le Ghana a cette opportunité de laisser venir tous ceux qui voudront sans tracasserie aucune. Et ça permet aussi d'insuffler cette capacité d'investir dans le pays, de commercer avec le pays. Le Ghana est un pays qui dispose, par exemple, de la mer, d'un débouché sur la mer. Il y a beaucoup d'États africains aujourd'hui qui peuvent surfer sur cette opportunité que les ports ghanéens offrent. Le Ghana est un producteur de cacao, le Ghana a un embryon d'une industrie pétrolière, ainsi de suite. Et je pense que cette décision est beaucoup plus favorable à un relèvement de l'économie ghanéenne. Comme je l'ai dit dans ma première prise de fonction, c'est que de toutes les façons, dans le plan de relance du président John Mahama Drama, il existait cette volonté de commercer avec le reste de l'Afrique. Et le secrétariat permanent même de la ZLECAf est logé à Accra. Donc c'est au-delà de la décision politique, c'est aussi un symbole fort pour insuffler cette dynamique au niveau du continent. Et je pense que le redressement économique du Ghana, à travers une réinjection de la liquidité sur le territoire ghanéen, peut aussi passer par une relance du tourisme. Et qui parle de tourisme, parle de la nécessité de faciliter l'accès au pays. Et donc, il y a plusieurs éléments que, ne serait-ce que cette décision historique et symbolique peut favoriser la relance économique du Ghana. Et je pense que ça peut être une émulation pour qu'au-delà du Ghana, que les autres pays puissent s'inspirer et permettre à ce que l'économie puisse tourner en facilitant l'accès à nos différents territoires. Merci à vous, Habib. On rappelle que cette libéralisation devrait donc favoriser les échanges commerciaux interafricains, le tourisme régional, comme vous l'avez d'ailleurs dit, la coopération culturelle et académique ou encore le développement économique, autant, entre autres, d'éléments qui pourraient, entre autres, renforcer le tissu économique ghanéen, revenant justement sur cette mesure importantissime, voire pertinente, prise par le président Nana Akufo-Addo. Alors, peut-être avant de partir, le regard des autres dirigeants de la sous-région devrait également changer vis-à-vis du président Nana Akufo-Addo, en particulier le regard des dirigeants de l'AES, quand une mesure similaire, quand une mesure comme celle-là est prise, André Kistelfanga? Moi, je voudrais prendre ça là, illustrer avec une image que j'ai lue dans les Saintes Écritures. Oui. Voilà deux brigands qui se retrouvent sur la croix avec Jésus. L'autre dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre dit, ne crains-tu pas Dieu, n'est-ce pas? Après, à la fin, il dit au Seigneur Jésus, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Et cette dernière signature de Nana Akufo-Addo, c'est une façon de dire que quand vous serez intégrés, oui, quand vous aurez réussi à créer l'unité, même si j'étais un brigand hier, pensez quand même à moi. Ah, vous avez raison, parce que certains disent pourquoi maintenant? Mais le timing, on questionne le timing. Vous voyez que l'illustration que j'ai prise, elle est exacte, M. Nguéné. C'est-à-dire, M. Nana Akufo-Addo veut laisser une griffe, n'est-ce pas, une image. Il veut en fait un rachat de dernière seconde, comme on dit souvent. Et je pense que nous, les panafricains, nous l'avons compris, que c'est un acte politique extrêmement important
pour les Africains et pour le bien aussi du Ghana. J'ai commencé à citer la cinématographie, l'éducation, la formation, n'est-ce pas? Donc, tous ces différents aspects-là peuvent redorer le blason du Ghana qui était déjà à un niveau très bas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le président Nana Akufo-Addo a dit, bon, ok, le président Kwame Nkrumah a laissé une griffe, le président Gerald Rawlings, n'est-ce pas, a laissé une griffe, n'est-ce pas? Ils sont nombreux qui ont laissé des griffes au niveau du Ghana. Il faut aussi que, malgré que je suis un francophile, malgré que j'ai voulu vendre mes frères de la CEDEAO et de l'espace, n'est-ce pas, ouest africain, à la France, alors je peux me racheter à la dernière seconde. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et donc, nous devons le regarder avec un regard, n'est-ce pas, de compassion. Un regard de pardon. Parce que la vie aussi est faite de pardon. Donc, on peut le passer un message au travers de vous, Nguéné, au travers de votre télévision. Monsieur le président Nana Akufo-Addo, président sortant du Ghana, nous vous pardonnons. Parce que le geste que vous venez de poser, n'est-ce pas, augure des lendemains meilleurs. Parce qu'il n'y a pas de petit geste en Afrique qui peut déclencher, n'est-ce pas, le processus d'intégration, le processus, n'est-ce pas, de renforcement d'unité. En fait, le doyen aime parler de l'unité politique, n'est-ce pas, de notre continent. Mais ça passe par... ça passe par cette intégration-là, cette capacité, n'est-ce pas, de voyager dans les espaces sans le document ou bien le visa, parce que le visa, c'est juste une signature. Parce que quand les gens entendent la visa, c'est comme si c'était un document extrêmement... C'est une signature. C'est-à-dire il faut qu'un individu mette la signature sur votre passeport. Donc, à cause d'une signature, nous nous sommes coupés de tout. C'est-à-dire des relations culturelles, familiales même. Parce que je vous prends toujours cet exemple ici, M. Nguéné, dans l'espace CEMAC, par exemple. Moi, je suis, par exemple, de l'Est Cameroun. Je suis Maka et à côté de moi, il y a les Baya. En Centrafrique, il y a les Baya. Un peu de partout là, il y a les Baya. Mais on appartient parfois à un même arbre généalogique, mais nous appartenons à deux États différents. C'est la même chose qui se passe par exemple en Afrique de l'Ouest. Vous avez au Ghana, il y a les mêmes peuples au Ghana, il y a les mêmes peuples au Burkina Faso, il y a les mêmes peuples en Côte d'Ivoire. Mais l'autre est ivoirien, l'autre est burkinabé, l'autre est ghanéen. Donc, vous avez les mêmes choses au Gabon. Vous avez les Bouloulentoum ou les Fang. Ils ont le même arbre généalogique, mais ils se retrouvent, l'autre est guinéen, l'autre est équato-guinéen, l'autre est gabonais, l'autre est camerounais. Donc, c'est ces aberrations. Et donc, je pense que c'est une marque, n'est-ce pas, quelque chose d'extrêmement important. Il faut qu'on l'implémente véritablement et que ça serve, n'est-ce pas. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'intervention de Habib tout à l'heure, qui a pris l'exemple sur l'AES. Parce que l'AES a été dévancé dans ce domaine-là, en disant que mais nous on n'a pas de problème avec vous. Hein. Toute population de l'espace ouest africain peut se balader dans l'AES comme il peut venir. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on ne veut pas faire des restrictions. En fait, on est dans la construction de la véritable unité africaine, de ce qui a été longtemps notre force, n'est-ce pas? Ces grands empires, ces grands royaumes qu'on avait hier. Et si on peut le reconstruire, même avec les modèles, n'est-ce pas, occidentaux, c'est-à-dire avec les États, et on fait des fédérations, ou bien des confédérations, ou bien on arrive à un État africain. Donc ça, c'est des avancées extrêmement importantes que des autres États doivent davantage aussi en profiter pour dire que, mais pourquoi ne pas ouvrir les barrières? Vous avez parlé de l'île Maurice, je crois, le Rwanda, et de tout les Seychelles, voilà. Gambie, le Bénin, et cette fois, c'est autour donc du Ghana. Bon, on peut dire le Bénin, c'est un petit pays, donc il a besoin de renforcement. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec un pays aussi important comme le Ghana, ça permet que, n'est-ce pas, l'Afrique puisse aller en... Et qu'on implémente cela. Et je pense que même dans la zone CEMAC, on avait parlé de libre-échange, n'est-ce pas, le brisement des frontières. Le projet peine toujours à être... Mais bien sûr, on refoule les gens en Guinée équatoriale, on refoule les gens un peu de partout. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les avancées, n'est-ce pas, qui sont en train d'être faites, nous pourrons réussir, n'est-ce pas, à construire, n'est-ce pas, cet idéal panafricain que nous voulons, c'est-à-dire
que le Ghanéen se sente Camerounais, le Camerounais se sente Ivoirien, Ivoirien se sente Sénégalais, Sénégalais se sente Malien, Malien se sente Burkinabé et tout le reste là. Donc, tous les Africains de tous les 4 coins, n'est-ce pas, puissent se sentir africains d'abord. D'abord, merci à vous, André Christelle Fanga. Et puisque vous parlez du Bénin, l'occasion nous est donnée ce soir de revenir, Habib Boubacar Touré, sur la sortie du chef de la diplomatie béninoise, et qui, à l'image de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria ou encore de la Côte d'Ivoire, remet donc, ou du moins rejette, les accusations du général de brigade Abdourahmane Tiani visant particulièrement le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou encore le Bénin comme étant ces pays qui cherchent à déstabiliser le Niger. Selon bien sûr nos informations, ce lundi 30 décembre 2024, la chargée d'affaires du Niger au Bénin, Madame Salamatou Bohari Mahamadou, a été convoquée par le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Nadjadi Bakari. Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie béninoise a exprimé la vive protestation de son pays contre les accusations émises par les autorités nigériennes. Ces allégations qualifiées justement par la partie béninoise de fausses et dénuées de tout fondement objectif, suggérant, on rappelle, une implication du Bénin dans une tentative de déstabilisation du Niger. Le ministre Bakari, le chef de la diplomatie béninoise, si vous voulez, a rappelé que le Bénin reste fermement attaché à ses principes fondamentaux de paix, de stabilité régionale et de fraternité entre les nations. Il a réaffirmé l'engagement indéfectible de son pays envers la sécurité collective, soulignant que ces valeurs sont au cœur de la politique étrangère béninoise. Selon lui, associer le Bénin à des intentions contraires à ses idéaux est non seulement inadmissible, mais également préjudiciable aux relations historiques qui lient Cotonou à Niamey. Alors Habiba, quelle est la pertinence de cette sortie du chef de la diplomatie béninoise qui refute en bloc les allégations du général de brigade Abdourahmane Tiani? Monsieur Nguéné, attendez-vous à une autre réaction que celle-ci? Je ne le crois pas. Il faut saluer la sortie du général Abdourahmane Tiani. Et je voudrais profiter de votre antenne pour dire, mon général, je vous salue. Je vous salue 3 fois. Parce que vous avez remarqué que le général Abdourahmane Tiani n'est pas un dirigeant qui passe son temps à beaucoup parler dans les médias. Il utilise des moments bien spécifiques pour parler des sujets spécifiques. Et ce cas de figure, c'était la question de la sécurité exclusivement. Et quand le général Abdourahmane Tiani était sorti nous entretenir sur toutes les menaces sécuritaires auxquelles font face le Niger, mais au-delà de l'AES, il est venu avec des preuves, en ce sens qu'il annonçait des lieux, des heures, des personnes impliquées, des moments précis. Et un élément central à toute cette agitation-là, la France, qui est l'instigateur principal du Nigeria en passant par le Bénin, allant jusqu'à la Côte d'Ivoire et de tous les autres États. Le général Abdourahmane Tiani a révolutionné, je le disais encore hier à quelqu'un, la communication institutionnelle et politique. Parce qu'il a pris cette habitude d'entretenir son peuple sur des sujets aussi sensibles que celle-ci, en des termes très clairs, compréhensibles par tout le monde. Et si vous avez remarqué quelque chose de fondamental vis-à-vis de tout ce tollé qu'a soulevé cette heure d'entretien du général Tiani, ils ont quelque chose de commun. Cela suppose que rien ne peut justifier que la réponse du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire puisse être semblable s'ils n'avaient pas le même instigateur, notamment la France, comme l'a dit le chef de l'État. Et quand vous prenez la sortie de ces 3 pays-là pour refuter les propos du général Tiani, encore une fois, chose qui ne peut être que cela, parce qu'aucun déstabilisateur, aucun complice de déstabilisation de nos États ne peut assumer cela au vu et au face du monde entier. On le sait. Donc, on n'attendait pas du tout une autre réaction que celle-ci. Mais ce dont on attendait d'eux, c'était que chacun, dans sa posture, les éléments qu'a soulevé le général Abdourahmane Tiani, qu'il nous sorte avec des preuves à l'appui pour nous dire, le général Tiani a dit que
à partir de Porga qu'il y a des forces spéciales françaises qui entraînent, qui font ceci et qui font cela, et qu'on nous montre que ce n'est pas le cas, avec les coordonnées géographiques que le général a données. Je pense qu'on pouvait quand même montrer à la face du monde que sur ces coordonnées-là, à l'emplacement de ces coordonnées-là, qu'une force militaire française n'est pas stationnée là-bas. On ne peut pas, parce que c'est connu de tous. Quand le général Tchani dit que les éléments, la Kourawa, cette milice mercenaire du nord du Nigeria, attaque le pipeline du Niger et se replie sur le territoire nigérien, on attendait qu'on nous démontre que ce groupe-là existe sur le territoire nigérien et non sur le territoire nigérien. Ils n'ont même pas 1 centimètre carré qui contrôle sur le territoire nigérien. Par contre, ils sont de l'autre côté de la frontière et bien évidemment, même si nos forces les poursuivent, la souveraineté du Nigeria fait que nos forces de défense et de sécurité, sans un accord préalable du Nigeria, ne peuvent pas aller au-delà de notre territoire. Donc, il faut s'arrêter à la limite de notre territoire. Et de l'autre côté, c'est les forces nigérianes qui sont. S'ils ne jouent pas leur rôle d'assurer la sécurité et l'intégrité de leur territoire, cela s'appelle de la complicité, même si elle est tacite. C'est ce que le général Abdrahmane Tchani a dit. Quand le général Tchani parle de la Côte d'Ivoire, du 43e BIMA, c'est ici même sur votre plateau que nous avons traité du sujet de cette mascarade de la France de vouloir remettre le commandement du 43e BIMA aux forces ivoiriennes. On avait dit la même chose que le général Tchani, que c'était du saupoudrage et que cela n'avait aucune conséquence sur la volonté des peuples africains de ne plus avoir des forces françaises sur notre territoire. Quand le général Tchani parle des éléments qui ont participé à la réunion, à la date indiquée, à l'heure indiquée, je pense qu'on pouvait beaucoup plus être inspiré par une réponse qui justifierait que cela n'était pas vrai, autre qu'un communiqué du chef d'état-major général des armées de la Côte d'Ivoire, que peut-être même que ce sujet le dépasse complètement. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas que les gens pensent que ces différentes sorties-là peuvent les dédouaner, parce que ce sont des éléments qui sont dites de façon précise, avec des emplacements, des noms, des heures et de tout ce qui s'ensuit. Cela démontre que nos forces de renseignement font leur travail et que les forces de défense et de sécurité de l'AES sont plus que jamais engagées à assurer la sécurité de nos États, quel qu'en soit de là où les complots sont en train d'être opérés. D'autres sources sont venues après le général Tchani, par exemple, confirmer l'arrivée de ces légionnaires français dans la nuit, je pense, du 16 ou du 17 décembre en Côte d'Ivoire. Le général Tchani l'avait dit avant même que ces forces-là ne puissent quitter la France. Cela suppose que, je pense que là où il y a attendu ces États, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, c'est sur le plan de la collaboration, de la coopération, prendre ce que le général Tchani a dit, parce qu'il l'a dit aussi de façon très, je vais dire, instructive à leur égard. Nous ne sommes pas naïfs, mais nous voudrions nous comporter en naïfs pour leur faire croire que peut-être vous ne savez pas. Peut-être que la France vous manipule. Peut-être. Mais au moins, nous assumons notre responsabilité en mettant cela sur la table et de façon publique pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe. Et maintenant, à partir de cet instant, si vous ne prenez pas des mesures, on sait très bien que ces mesures ne seront pas prises, puisque pour le cas du Bénin, ce n'est pas la première fois. Et c'est cela qui justifie la fermeture de la frontière. Donc, que le ministre des Affaires étrangères du Bénin convoque notre chargé d'affaires à Cotonou pour lui remettre une lettre adressée à son homologue nigérien, je pense que c'est juste une posture pour contenter peut-être l'opinion publique béninoise, qui n'est pas aussi naïve, qui sait exactement de quoi il s'agit. Parce que la région frontalière avec le Niger, du côté du Bénin, c'est des populations qui vivent là-bas. Et ils savent, ces populations-là savent pertinemment, toutes les forces étrangères qui pullulent la zone. Ces populations savent pertinemment l'insécurité auquel ils font face tous les jours par le fait que ces forces se sont installées là-bas et que la menace qu'ils percevaient de loin depuis plusieurs années est de plus en plus récurrente dans leur territoire. Donc, qu'on n'essaie pas de nous distraire
et que les gens, au lieu de passer leur temps à convoquer dans des mesures pour contenter ou pour continuer à distraire, je pense qu'il est grand temps que chacun assume sa responsabilité en faisant en sorte que réellement, que cette menace sécuritaire, qui ne menace pas uniquement que nos États, puisse être jugulée ensemble. Et c'est de l'intérêt de tous. Mais si eux veulent continuer à avoir cette posture à la solde de la France, pour continuer à être le bras armé par lequel la France veut continuer à vouloir imposer son dictat à nos États, je pense qu'ils sortiront perdants. La première thématique qu'on a traitée démontre de la pertinence de ce mouvement souverainiste, de cette volonté de la jeunesse africaine, où qu'elle soit. Aujourd'hui, je pense que même quand on regarde dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la jeunesse, elle est demandeur de cette volonté de souveraineté, de se libérer de ce joug, de libérer l'énergie de notre jeunesse pour permettre le développement de nos On va afficher les codes d'accès juste après. André Kistelfanga, nous aurons l'occasion de prendre les réactions des téléspectateurs avec le concours de la réalisation. Alors, doit-on parler de fuite en avant, André Kistelfanga, quand on revient sur la démarche de la diplomatie béninoise au regard des accusations portées tout de même par la partie nigérienne? Cela, le chef de la diplomatie béninoise exprime son regret face à la récurrence des accusations injustifiées du Niger qui risquent aujourd'hui d'altérer les liens séculaires entre les deux nations et leur peuple. Toutefois, Cotonou demeure résolu à préserver et à renforcer ses relations malgré les tensions actuelles. Monsieur Nguéné, la frontière entre le Bénin et le Niger est déjà ouverte? Elle est ouverte du côté béninois, mais pas du côté nigérien. D'accord. Et vous savez pourquoi? Est-ce que les problèmes de l'éoduc, je crois c'est ça? Oui, effectivement. De pipeline Niger-Bénin. Niger-Bénin. Oui. C'est résolu? Déjà, à ce niveau. Je prends tous ces différents éléments pour vous montrer, n'est-ce pas, le complot qui a longtemps et qui existe clairement pour déstabiliser la gouvernance Tiani ou bien des autorités de transition du Niger. Ces différents éléments sont palpables pour démontrer que le Bénin est dans une logique de déstabilisation. Mais on n'a pas dit depuis longtemps qu'il y avait des militaires français qui étaient stationnés au Bénin. Une information refutée à plusieurs reprises par le Bénin. Et écoutez, ça a été filmé. Il y a des vidéos. On reconnaît la présence des Français. Donc, ce n'est pas des éléments factices, c'est-à-dire pris à la volée comme ça, non. C'est des éléments extrêmement graves pour arriver, n'est-ce pas, à accuser un État d'eux. Et attention, on est quand même on a affaire à un militaire de haut rang, c'est-à-dire un général d'armée. Quelqu'un qui a longtemps défendu le Bénin, pardon, le Niger. Et donc, aujourd'hui, à la commande du pays. C'est-à-dire qu'il a maintenant une vision plus large. En dehors de la vision militaire, maintenant, il a une vision plus large de président, n'est-ce pas, de la transition du Niger. Et donc, pour qu'il sorte une déclaration, il faut qu'il ait tous les éléments. Et le général Abdourahmane Tiani n'est pas bavard, comme le disait tout à l'heure mon ami Boubacar. Il n'est pas bavard. Ce n'est pas quelqu'un qui aime le show télévisé. C'est quelqu'un qui pose des actes concrets, qui veut des résultats. Ou bien, quand la communication est d'une importance capitale, c'est là où il peut intervenir. Et donc, pour qu'il arrive à ce niveau de déclaration, ça veut dire que tous les éléments sont réunis. Légère digression, nous nous posons toujours la question pourquoi la France ne permet pas que le Mali expose ses preuves.
au Conseil de sécurité. Depuis 2022. Ah, 2 voilà. ans après, bientôt 3 ans, difficile. La Non, c'était juste, non, c'était juste pour que les gens comprennent des petites choses. Vous voyez un peu. Mais nous savons tous qu'au départ, quand le général Tchani est arrivé au pouvoir avec ses hommes, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, étaient les pays qui étaient engagés et qui avaient mis déjà des hommes n'est-ce pas, à la disposition de la CEDEAO pour aller bombarder. On ne dit pas aller négocier. Aller bombarder les militaires au pouvoir. C'est-à-dire qu'il fallait les déloger par toutes les formes. Donc il y avait déjà un commandement qui était déjà mis en place pour justement arriver à ce niveau-là. Et donc quand un pays, des pays comme ça agissent de cette façon-là, c'est loger des militaires étrangers, faire, n'est-ce pas, des plans de déstabilisation qui sera en reste. Mais non, il faut être quand même naïf pour croire que ces États-là vont rester tranquilles, alors qu'ils se sont affichés à Mondial Vision, qu'ils sont prêts à détruire le Niger et chasser, n'est-ce pas, les autorités de transition et réinstaller M. Bazoum au pouvoir. Donc, simplement pour dire que les accusations, bon, on les connaît. D'ailleurs, ça a été rédigé. Je vous ai toujours dit que c'est le même communicateur qui gère la communication de la CEDEAO. C'est le même. Vous voyez que les réactions sont presque les mêmes. Les réactions sont similaires, même si elles sont différentes. Non, c'est similaire. La CEDEAO, la commission de la CEDEAO a sa réaction, oui. Le Nigeria a sa réaction, le Bénin l'armée ivoirienne a sa réaction. Son démenti, tout comme la partie béninoise. Bon, ok. Monsieur Wenguene, qui ne connaît pas le 43e Bima? Tout le monde connaît. Un coup de rétrocession, tout de même, à l'armée ivoirienne. Mais nous avons vu des soldats, n'est-ce pas, français, parce que dire soldat même c'est léger, vous voyez un peu. Nous avons vu des mercenaires français qu'on a fait atterrir en Côte d'Ivoire en préparation à une potentielle déstabilisation du Niger. Vous savez que la Côte d'Ivoire est habituée aux mercenaires français. On se rappelle de l'époque du président Laurent Gbagbo. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, n'est-ce pas, une manipulation, un engagement, n'est-ce pas, de ces États-là à vouloir détruire absolument l'AES en général, et en particulier certains États qui appartiennent à l'AES, surtout le Niger, qui pensaient que c'était trop facile, n'est-ce pas? Surtout que la grande colère de la France, c'est l'uranium. Il faut absolument... Parce que le plus grand problème aujourd'hui de la France contre, n'est-ce pas, ces États-là, c'est les richesses. C'est cette colère-là, la France est en train de dégringoler. L'économie française est en train de chanceler. Donc, il faut absolument... la France est en train de négocier avec le Kazakhstan, je crois, n'est-ce pas, pour l'achat de l'uranium. En fait, une nouvelle forme de coopération pour, justement, pour l'uranium. Mais pourquoi maintenant? Avec Orano toujours, hein? Vous voyez, pourquoi maintenant? Parce que justement, où ils puisaient gratuitement l'uranium, les robinets sont fermés, le Niger, et nous profitons pour saluer, n'est-ce pas, et souhaiter bonne année, n'est-ce pas, au général Tchani, n'est-ce pas, monsieur le général, monsieur le président, continuez dans cette logique-là avec votre équipe, l'Afrique est fière de vous. Voilà. Alors, un dialogue sincère entre les deux pays est-il encore possible dans un tel contexte? Je pense que c'est la question à laquelle vous répondrez dans quelques instants. Le temps pour nous de prendre les premières réactions au standard avec M. Barry. Vous êtes le premier à réagir au standard. Bonsoir à vous, M. Barry. Bonsoir. Bonsoir, M. Nguene. Bonsoir à Habib Boubacar Touré. Bonsoir au pasteur Fanga. Bonsoir à toute l'équipe de Fayou Média et à l'Afrique qui se bat pour se libérer de la colonialité de la France et des pays de l'Occident. J'ai l'impression qu'on a perdu M. Barry avant même qu'il entre dans le vif du sujet, avant qu'il ne puisse d'ailleurs donner son point de vue sur les thématiques de cette émission de Point sur l'actualité. Mais les codes d'accès sont affichés. Vous pouvez donc prendre attache avec la réalisation et surtout interagir aux côtés de nos invités qui ne seront finalement que deux ce soir. André Christelle Fanga, en présentiel avec moi sur le plateau. Habib Boubacar Touré, depuis Niamey, est également avec nous sur le plateau. La première thématique, un rapport justement avec cette décision prise par le président Nana Akufo-Addo, celle, entre autres, de faciliter l'entrée donc à
tous les Africains du côté du Ghana, à tous les Africains détenteurs de passeports africains. Une décision historique prise. Le Ghana qui, par la même occasion, rejoint, on le rappelle une fois de plus, le Rwanda, précurseur en 2013, les Seychelles, la Gambie ou encore le Bénin. Mais surtout, en deuxième partie, cette réaction du Bénin qui refute, entre autres, les accusations du général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par ailleurs chef de l'État du Niger. Entre autres, le Bénin qui rappelle les liens séculaires qui unissent, entre autres, Niamey et Cotonou. Alors, je ne sais pas si nous avons quelqu'un d'autre rapidement au standard avant d'évoquer le deuxième volet de cette thématique avec vous, Habib Boubacar Touré. Par la même occasion, le Bénin appelle le Niger à un dialogue sincère. Est-il possible? Je pense qu'on va tout d'abord rester au standard avant de revenir vers vous. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir à vous. Oui, merci. Bonsoir, Monsieur Nguene. Bonsoir, la communauté For You Media. S'agissant de la deuxième thématique qui ramène à la déclaration, j'allais dire aux commentaires du Bénin, je vais dire ceci en bref. Le général Tiani a fait une déclaration officielle. Et maintenant, les autres, ceux à qui il s'adresse, en font des commentaires. C'est de simples commentaires. Hein. Ce n'est pas une façon officielle, j'allais dire légitime ou alors imposante de faire un démenti, surtout face à des accusations aussi graves. Aucun de ces pays qui s'agitent maintenant ne sait désister de façon officielle de la démarche, de l'initiative qui consistait à générer une force qui irait déloger les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Aucun de ces pays qui se sont pourtant affichés officiellement ne sait désister de manière officielle de cette initiative. L'initiative a capoté parce qu'elle engendrait plus de questions que de réponses, parce qu'elle présentait plus d'inconvénients que d'avantages. C'est pour ça que cette initiative collective, ouverte, a capoté. Maintenant, il reste les initiatives isolées, dissimulées, mais néanmoins concertées. Les initiatives dissimulées, parce que chacun dit, moi, je ne contribue pas à la déstabilisation de tels, mais on reçoit des troupes, on dispense des formations, et en prévision de... C'est dissimulé, c'est individuel, c'est chacun qui le fait de son côté, mais quand on regarde le tableau, le théâtre, on se rend compte que mais ce qui se passe ici se passe là-bas, et se passe là, et se passe là, et se passe là. Donc finalement, c'est concerté. Maintenant, quant à la crédibilité toujours de ces dénégations-là, je vais le dire tout simplement, la loi dit que les aveux obtenus par le moyen d'une pression quelconque ne sont d'aucune légitimité. On sait qui fait parler ces gens-là. Je crois que c'est mon frère Fanga qui venait de le relever tout à l'heure. On sait qui les fait parler. Celui qui les fait parler sous la pression. Alors vraiment, ces dénégations ne présentent à mes yeux aucune légitimité parce qu'elles ne sont pas le fait d'une détermination propre de ces États-là. En tout cas, tenons-les à l'œil. Tenons-les à l'œil. C'est les nôtres, mais tenons-les à l'œil. Sur ce, merci beaucoup. Bonsoir et j'espère à l'année prochaine, c'est-à-dire à tout à l'heure. L'année prochaine, c'est dans quelques heures seulement. Merci à vous pour votre contribution. Nous allons rester au standard et prendre d'autres réactions. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire que quant à ce qui concerne votre thématique d'entrée concernant le Ghana, c'est une action à saluer.
Et en même temps que nous disons que nous saluons cette action, moi, je me pose un certain nombre de questions. Et je me dis, est-ce que tout cela ne sont pas des actes qui seraient des pièges posés pour le nouveau président qui arrive? Pendant 2 mandats, si Nana Akufo-Addo n'a pas pu prendre cette décision, pourquoi c'est à la fin de son mandat et à l'entrée d'un autre que lui vient prendre cette décision? Il devrait pouvoir laisser les leviers au nouveau président de prendre le pouvoir et de voir exactement quelles sont les opportunités qu'il pourra implémenter pour ne pas tomber dans le piège économique que lui, il a déjà creusé dans le pays. Je me pose cette question. Et pourquoi également les États de la CEDEAO individuellement s'insèrent dans cette logique en voulant faire des entrées? Moi, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi la CEDEAO dans son ensemble ne s'assert pas pour véritablement poser cette action? Ce sera beaucoup plus salutaire. Et donc, pour entamer la seconde thématique, je salue le général pour sa sortie et nous remercions effectivement cette action géopolitique, géostratégique du général. Et c'est un séisme au niveau de la CEDEAO, cette communication du général. Et vous voyez, chacun d'entre eux essaye de sortir individuellement pour venir démentir. Pourquoi est-ce que aussi rapidement, ils ne constituent pas des équipes d'enquête pour apporter la contradiction et apporter la contradiction aux propos du général? Ils auraient pu faire ça. S'ils estiment que ce sont des allégations de discrimination, ils peuvent rester en justice par rapport à cela pour apporter la contradiction. Mais ils ne l'ont pas fait. Et si vous regardez au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un président de la République qui a parlé. Pourquoi est-ce que c'est un chef d'état-major qui vient lui répondre? Vous voyez le mépris que le gouvernement de Ouattara et l'ensemble même de la CEDEAO a envers les États de l'AES. C'est du mépris. C'est du mépris. La CEDEAO devrait en principe se concerter, convoquer une session extraordinaire, réfléchir sur la question et essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent apporter la contradiction au propos du général. Le général a donné des précisions, des noms ont été cités, la géolocalisation des activités et ainsi de suite. Moi, je me pose la question de savoir quelle est cette cohérence. Il n'y a même pas de cohérence dans ce que fait la CEDEAO aujourd'hui. Chaque État se lève pour venir contester dans des propos creux, des communiqués qui n'ont aucun contenu. Vous voyez, la CEDEAO est vouée à l'échec et je ne pense pas que de cette manière-là, ils arriveront à faire quoi que ce soit. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est toujours de vouloir continuer à déstabiliser. Le séisme qui est venu a fait éclater tous les plans qu'ils avaient composés. Vous voyez, donc je crois quand même qu'il est grand temps pour les pays qui sont encore restés au sein de la CEDEAO de chercher véritablement à sortir du carcan de cette manipulation française. Je vous remercie et bonne continuation. C'est M. Barré qui faisait son comeback, votre tour. Je rappelle que nous avons été coupés lors de votre première intervention. Merci à vous, M. Barré. Nous restons néanmoins au standard et nous prenons à l'instant un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Salut, monsieur. Salut, Pasteur Fanga. Salut, Habib. Et bonne heureuse année à tous les auditeurs du Forum Média, à tous les techniciens. Bonne heureuse année à Pasteur Fanga et à Habib. Pasteur Fanga, nous prions Dieu, que Dieu te donne longue vie, et à toi et à toute ta famille, et à ta femme et à tes enfants, à toutes tes connaissances, à tes voisins, à tes amis et à tes ennemis aussi. Voilà, c'est très important. Et à toi aussi, M. Nguéné, que Dieu te donne longue vie aussi, que tu puisses continuer ce combat. Plein de jeunes à ton âge là, qui fait ce combat pour libérer toute l'Afrique. Nous prions Dieu que la terre et le ciel soient témoins de longue vie à toi. Tu le mérites, tu es un frère à respecter. Monsieur Prince Nguéné, je vais dire quelque chose. Le grand pasteur Fanga dit tous les jours, depuis ça vaut presque 12 ans, que méfiez-vous de 4F? La francophonie, le franc CFA, l'armée française, la langue française. Ce 4F-là, c'est le tout avec Ouattara.
ce 4F-là se retrouve avec le président ghanéen, avec Sissoko Embaló, avec le président Tinubu, avec Talon. Ce n'est pas le président Nana Akufo-Addo qui a exclu le Burkinabé quand, vous vous rappelez, toi-même, M. Prince, tu as fait l'émission pour ça. Lorsqu'ils ont attaqué les villages du Pau, les villageois se sont retrouvés aux côtés ghanéens pour se refuser parce qu'ils ont été massacrés des terroristes. Tu sais ce que le président a fait? Il a rapatrié ces Burkinabés-là. Et ces Burkinabés ont été massacrés. Ça ne vaut même pas 6 mois de cela. Ça ne vaut même pas 6 mois de cela. Et c'est le même président qui sort pour dénoncer les visas de l'Afrique, alors que hier, toi-même, tu as exclu des Burkinabés de ton territoire pour aller les livrer avec les terroristes et ces femmes ont été assassinées. L'histoire retiendra. Ce n'est pas toi, Nana Ghanéen, ce n'est pas toi qui était le premier lit pour massacrer même tes propres frères burkinabés. Ce n'est pas toi qui as fermé les frontières pour que les femmes ne puissent pas rentrer dans ton propre pays. Et c'est aujourd'hui, à la dernière minute, tu veux sauver ton honneur, tu sors pour annuler les visas. L'histoire retiendra, tu as la sang à main. Comme président Ouattara. L'histoire retiendra que ce n'est pas toi qui étais au premier lit pour aller massacrer les Nigériens avec Alassane Dramane Ouattara, avec le président un bataillon. C'est pas toi qui étais le premier. À quoi sert de suspendre les visas pour aller massacrer tes propres frères nigériens? À quoi sert de suspendre les visas de l'Afrique alors que les femmes ont couru au Burkina pour entrer dans ton territoire et toi tu les as exclus dans les mains des terroristes? Et ces femmes ont été massacrées. M. Nguyen a fait une émission pour ça. Non, vraiment, non, ça fait la honte, quoi. Ça fait la honte. C'est pas à la dernière minute. Tu veux sauver le croix de Jésus maintenant? À la dernière minute? Non. L'histoire retiendra. C'est que tous ceux qui vont commettre des malheurs en Afrique, nous allons dire ça à nos enfants, à nos petits-enfants, à la génération future, jusqu'à autant. Ce qui est bon, pour mon dernier parole, si vous voyez de l'AES, à chaque fois-ci, c'est l'AES maintenant qui parle, c'est eux qui sortent pour démentir. Tantôt, ils disent les autorités, tantôt, ils disent les poutistes. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Hein? Maintenant, c'est nous qui avons la force. Grâce à les Habib, les Pasteur Fanga, toi, M. Nguyen. Je vais laisser comme ça à d'autres personnes. Je t'appelle depuis Californie. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. Merci à vous pour votre contribution depuis la Californie. Nous restons au standard et nous prenons d'autres appelants. Je pense que nous avons encore 5 minutes à passer à vos côtés avant de revenir sur le plateau. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons super bien. Merci à vous. Ok, merci. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci, bonsoir à vous. Vous vous appelez comment? Ok, je vous appelle depuis Zender au Niger. Allez-y, depuis Zender, nous vous écoutons. Vous êtes en direct. Oui, moi c'est Salisu Rabé. Vous savez, moi, je vais parler sur la situation entre les pays de l'AES et la CEDEAO en question. Ce qui se passe, la situation entre l'AES et le CEDEAO, et la CEDEAO, j'allais dire, c'est que la CEDEAO a compris qu'elle a perdu et que l'AES a compris que la CEDEAO est une institution manipulée par les Occidentaux. Et voilà pourquoi, si vous avez constaté, les dernières sorties de la CEDEAO, ils cherchent toujours à attaquer les pays de l'AES. Et puis, comme ce que le général Tchani a affirmé,
la semaine dernière, c'est qu'il a tout dit. Il a dit les vérités que les pays de la CEDEAO ont tenté de démentir, alors que ce sont des propos que personne ne peut les démentir, parce qu'il y a des preuves tangibles, parce que les relations surtout entre les Niger et les Nigériens, il y a des peuples nigériens qui ont expliqué, ils ont parlé, qu'ils ont dit la vérité, qu'il y a des points à vérifier et que ce sont des vérités que le président du Niger a affirmées. Et puis, les réponses que d'autres pays comme le Togo, le Bénin et autres, pour attaquer les propos du général Sani, ce sont des propos qui n'ont aucun fondement si vous avez vu leur contenu. Ils cherchent à intimider les propos alors que ça ne peut pas. Vraiment, on est dans un stade où les peuples africains doivent comprendre les vérités. Voilà, merci à vous. Et je vous laisse comme ça. Merci, on vous suit depuis le Niger et merci vraiment pour les thèmes abordés et bonne suite. Donc vous disons merci. Je pense qu'on va prendre rapidement un dernier appelant avant de revenir sur le plateau, conclure l'émission aux côtés de nos invités pour cette dernière édition de l'année 2024. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous et bienvenue sur For You Media Africa. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir For You, bonsoir le monde, bonsoir monsieur le journaliste. Banakani Emmanuel, j'appelle depuis le Canada. Je salue mon père, mon mentor, votre invité, le pasteur André Christelle Fanga. Que Dieu vous bénisse. Malgré le manteau du pasteur, vous avez décidé de défendre toujours la vérité parce que c'est ce que la Bible nous enseigne, la vérité. Merci pour le combat, pour le sacrifice que vous faites. Je vais bondir directement sur le sujet concernant le Niger et les pays de l'AES et cette CEDEAO qui a été déjà dissoute. Voilà, elle n'existe plus, hein, ce n'est qu'une coquille vide qui est en train de résonner. Vous savez quoi? Si vous vous souvenez, en 2002, le Niger et le Mali plutôt a dit qu'il a les preuves contre la méchanceté, la colonisation, la complicité, le complot de la France. Aucun pays de la CEDEAO n'est pas sorti pour soutenir le Niger et le Mali, je veux dire. Aujourd'hui, le général Tiani est sorti et il a fait une démonstration géopolitique magistrale. Et ça, vraiment, cela doit être enseigné. Cela doit être enseigné. Ce que oublient les pays de la CEDEAO, bon, si elle existe encore, quelque chose même qui n'existe pas, je ne sais même pas pourquoi on parle des pays de la CEDEAO, c'est en ce qui concerne le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire. Vous savez quoi, Papa André, votre truc qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, Draman, là, il n'est pas intelligent en fait. Excusez-moi, hein, il n'est pas intelligent. C'est qu'il a oublié qu'il était au Golfe. Ce sont les éléments de Tiani qui veillaient sur lui au Golfe en 2010-2011. Il sait ça. Qu'est-ce que le général Tiani ne connaît pas sur la vie de ces choses qui sont à la tête de la CEDEAO là? Qu'est-ce que le général Tiani ne connaît? Le général Tiani, il sait tout. Quand même, c'est le général Tiani. N'oubliez pas. Au fait, je me demande, mais c'est une force pour nous parce que
nos ennemis sont inconscients que maintenant nous avons conscience parce que André Christelle Fanga a été là, parce que Foyou a été là, parce que les Bandakani ont été là. Donc nous sommes conscients. Nous allons nous battre. Ils essaient de distraire le peuple parce que le peuple sait. Les secrets sont en train de sortir. Lorsque ils ont voulu attaquer le Niger, ils ont nié les faits, mais après, la France elle-même, il y a un monsieur en France qui est sorti pour dire qu'ils avaient déjà positionné près de 2000 hommes à Abidjan. Et ça, là, ils n'ont pas démenti. Hein? Ils n'ont pas démenti. Ils n'ont rien vu. Qu'ils sachent que le service secret, là, nous avons infiltré le service secret. Où ils dorment là, on dort là-bas. Nous, on s'est déjà réveillés là-bas. Qu'ils savent ça. Ils vont perdre et ils sont en train de perdre. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. La patrouille, la mort, nous sommes en train de vaincre. Merci et bonne continuité et bonne émission à vous. Mbadakadi Emmanuel, le dernier appelant de cette année 2024. Merci à vous. André Christelle Fanga, un dialogue sincère est-il possible? C'est le souhait émis par la partie béninoise. Écoutez, il ne peut pas avoir de dialogue sincère si la tête de l'État, n'est-ce pas, béninois, n'est pas aussi réelle et sincère. Parce qu'actuellement, le plus grand problème chez nous, en Afrique, c'est ces valets locaux, ces gens qui travaillent pour l'Occident, ces gens qui travaillent pour le Quai d'Orsay. C'est eux le problème chez nous en Afrique. Parce que quand vous allez regarder, le Niger n'a pas de problème avec le Bénin. Mais c'est la France au travers du Bénin qui a les problèmes avec le Niger. Donc la France a en réalité le vrai patron de cette CEDEAO. La France, c'est elle qui manipule le Bénin. C'est elle qui manipule... disons, laissons le Bénin. Le Bénin est un État. C'est la France qui manipule Talon et ses gens. C'est tout. Donc s'il y a un changement à la tête du Bénin et qu'un panafricain arrive au pouvoir, il peut y avoir dialogue entre ces différents États-là. Il peut y avoir dialogue entre le président Tchani et le président, n'est-ce pas, panafricaniste qui arrive au Bénin. C'est notre souhait qu'un panafricaniste arrive au pouvoir au Bénin, qu'un panafricaniste arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, qu'un panafricaniste arrive au pouvoir dans tous ces États où il y a ces valets locaux. Pour sortir des pays. Donc si un seul instant, on veut avoir des dialogues, il faut des gens qui ont la capacité de s'asseoir sur la même table. Aujourd'hui, on nous a traités comme des persona non grata, c'est-à-dire on a traité le général Tchani, Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, comme des persona non grata, comme des personnes avec qui on ne peut pas dialoguer, qu'il faut pulvériser comme si on voulait chasser des insectes. Alors, c'était mal connaître ces différentes personnes-là. Aujourd'hui, le dialogue s'impose entre ces différents hommes-là, n'est-ce pas? Mais pas avec les valets locaux qui sont installés dans les différents pays. Alors, Habib Boubacar Touré, quelle chance pour une approche diplomatique entre Cotonou et Niamey? En 2 minutes, Habib, pour sortir de l'émission. La volonté à aller vers une sortie diplomatique de cette crise-là. Il y a eu des rencontres en Chine, il y a eu des rencontres à New York. Le ministre même de l'Intérieur, le général Toumba, s'était déplacé à Cotonou. Les anciens chefs d'État du Bénin ont fait le déplacement de Niamey. Donc je pense que la volonté du côté du Niger de trouver une sortie de crise diplomatique, elle existe. Mais malheureusement, nous sommes face à une mauvaise foi des autorités actuelles du Bénin, qui ont démontré quand même leur volonté d'être, bon, peut-être aussi qu'ils sont tenus par la France, ça n'engage que. Mais tout ce que je peux vous dire, M. Nguéné, c'est que le 25 juillet 2023, personne ne pouvait croire qu'au soir du 30 juillet, le Mali, le Burkina allaient faire une déclaration pour soutenir le Niger. Parce que le 26 juillet, quand le général Abdraman Tchani et ses camarades posaient l'acte libérateur du peuple nigérien, il y avait encore des opposants au régime du général en son temps colonel Assimi Goïta qui logeait à quelques encablures du palais présidentiel de Niamey. Pour vous dire que cet élément-là nous permet, nous, de garder foi sur le fait que les choses sont très dynamiques et que la sortie de crise ne peut être que négociée, diplomatique, avec des acteurs sincères qui vont être engagés pour être aux côtés de leur peuple, pour contribuer
à un développement et surtout à un raffermissement des liens entre les peuples africains. Et cela ne peut se faire avec des valets locaux, cela ne peut se faire avec des dirigeants qui sont à la solde de la France et de la DGSE française. Et c'est par là que je souhaiterais une excellente année à tous ceux qui nous suivent et espérer que 2025 soit une année de victoire du panafricanisme, une année qui va permettre un rapprochement des peuples africains et qui va ramener l'Afrique au centre du monde avec un rapport de force favorable pour que nos richesses puissent profiter à nos populations. Merci. Boubacar Touré, analyste politique depuis Niamey. André Christelle Fanga, consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité, avec moi en présentiel sur le plateau. Merci à vous, DP, et bonne année à vous, messieurs. Merci pour cette marque de fidélité durant toute cette année 2024. Merci également à tous nos nombreux téléspectateurs qui ont été à nos côtés et qu'ils sont d'ailleurs toujours, à nos nombreux téléauditeurs ou encore auditeurs. Très bonne et heureuse année 2025 à vous. Merci à la grande équipe de la réalisation qui abat un travail extraordinaire, formidable, également toujours invisible mais très pertinente. Cette équipe de la réalisation chapeautée ce soir par Liga Roger. Merci surtout à vous tous. Le combat il se poursuit. Portez-vous bien.